Rebonjour, dernière vidéo que je vais faire aujourd'hui sur les séries de Taylor. Et donc, ici, on va d'abord résumer un petit peu ce qu'on sait. On a défini ce qu'on appelle un polynôme de Taylor. Et on va utiliser les signes de sommation pour simplifier. On appelle Pn de x. Et c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n, donc c'est un polynôme d'ordre n, il a n plus un terme, de x moins a exposant k. Donc en fait, c'est le polynôme de Taylor autour de a, divisé par k factoriel, fois la dérivée km de la fonction f au point a. Donc ça, c'est la définition du polynôme de Taylor. Alors on voit que, et ça on va s'en servir bientôt, que Pn de x, c'est Pn-1 de x plus x moins a exposant n sur n factoriel fois fn de a. Donc les polynômes sont définis de façon récursive. Donc le Pn-1 est défini à partir de Pn. Pn est défini à partir de Pn-1. On peut le faire comme ça. D'accord? Donc ça, c'est le polynôme de Taylor. 2. On sait que n'importe quelle fonction f est bornée par Pn-1 okay, de x plus m x moins a exposant n sur n factoriel, okay, et par le bas par Pn-1 de x plus m x moins a exposant n sur n factoriel avec m, les m, ce qui sont des bornes de dérivée nème de x. Alors ça nous dit quoi? Ce que vous devez bien comprendre, c'est que maintenant, si m et n okay, sont des bornes de ces dérivées nème, et si cette dérivée nème est continue, alors je peux faire augmenter m gentiment okay, pour faire passer m à n, et je passerai par f de x. Ce qui veut dire que on a ce qu'on appelle la formule de Taylor, f de x égale Pn-1 de x, okay, plus une certaine valeur h fois x moins a exposant n sur n factoriel avec Pn-1 de x plus, et cette valeur h, c'est la dérivée nème en un certain point c de f fois x moins a exposant n sur n factoriel, ce qui veut dire que si l'écart qui existe entre f et Pn-1 pourra être quelque part borné par les valeurs supérieures de la dérivée nème de f sur l'intervalle fois la longueur de l'intervalle divisé par n factoriel. Ça, c'est l'inégalité de Taylor. Donc, on a les polynômes de Taylor, inégalité de Taylor. Alors, 3, on peut définir ce qu'on appelle la série de Taylor. Et on se pose évidemment la question, est-ce que f de x est bien approximée par Pn de x? Et à la limite, est-ce que limite, quand n tend vers l'infini de Pn de x, serait égale à f de x? Dans quelles conditions est-ce que c'est vrai? Okay, donc ça, c'est vraiment la dernière question qui nous reste. La question qu'on se pose, c'est est-ce que on pourrait remplacer une fonction par sa série de Taylor? Alors, sachant que cette série de Taylor, quand on la regarde froidement, c'est une série entière, okay, c'est une série de puissance entière de x moins a, et donc si c'est une série entière, vous avez toutes les armes pour être capable de calculer son rayon de convergence et sa convergence. Donc, évidemment, là où la série va converger, eh bien, on va pouvoir s'assurer en fait que la fonction converge bien vers que la série de Taylor converge bien vers la fonction. Maintenant, on voudrait bien parvenir à approximer en fait la différence entre la fonction et son polynôme de Taylor.
Mais la formule de Taylor nous donne en fait énormément d'informations sur ce qu'on appelle le reste, c'est-à-dire la différence entre la fonction et son polynôme de Taylor. Alors, petit exemple habituel, le plus classique des classiques, regardez au-dessus de moi, la formule est là depuis le début du cours. On va calculer le polynôme de Taylor de l'exponentielle. Qu'est-ce que c'est? C'est autour de 0. Donc autour de 0, donc c'est l'exponentielle de 0, ça fait 1, plus la dérivée de l'exponentielle en 0, 1 fois x moins 0, x divisé par 1 factoriel, plus carré sur 12 factoriel, donc ça fait cette série entière-là. Vous l'avez déjà étudié, vous avez montré que cette série converge uniformément vers une fonction f de x pour tout x appartenant à R. Okay, on peut le prouver en utilisant par exemple le ratio test. Alors la question c'est, est-ce que cette fonction c'est bien l'exponentielle? Alors on va le voir que oui, évidemment, là où ça converge, on converge bien vers l'exponentielle. Alors, ici, nous avons donc essayé de vérifier que cette limite, l'exponentielle moins t de est égale à 0. Or, ce qu'on vient de voir ici, c'est que la différence entre f et son polynôme de Taylor, on la connaît. C'est ça. Okay, et donc, c'est ce que, ici, on va juste... Oups. Comment je fais? Désolé de ce petit interlude, ma tablette fait des bêtises. Donc le reste de Taylor. Ça, nous venons évidemment de le montrer. Nous venons de montrer, juste sur ce que j'ai écrit, que on a bien que la fonction f de x est égale à son polynôme de Taylor. C'est ici. Ici, on a x égale b, c'est un peu embêtant. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. On fait comme ça. Donc f de x vaut bien p n-1 de x, c'est son polynôme de Taylor, plus la x moins a à la puissance n sur n factoriel fois la dérivée nème de ma fonction f en un certain point c, quelque part, entre a et b. Donc ça, c'est la formule de Taylor avec le reste. Donc ce truc, c'est quoi? Ça, c'est le reste de Taylor. On appelle ça le reste de Taylor parce que c'est la différence entre ma fonction et son polynôme de Taylor, à l'ordre n-1 ici. Donc c'est la différence entre les deux. Et on voit que cette différence entre les deux, eh bien, cette différence, le reste, je l'entoure ici, eh bien, on va analyser les trois morceaux. On a d'abord x moins a exposant n, c'est-à-dire que plus je m'éloigne du point A, où j'ai toutes les dérivées qui sont bonnes, plus l'erreur va grandir, logique, plus on met terme dans le développement, plus on a de chances que ce soit précis, et donc là on a un n factoriel, évidemment, qui grossit énormément, plus on ajoute de n, plus le reste va être petit, mais on a un troisième terme qui paraît anodin mais qui ne l'est pas, c'est la dérivée de nème de la fonction. Donc tout va bien se passer si on met beaucoup de termes. Donc si vous regardez ici, a priori, un truc genre x moins a exposant n divisé par n factoriel, quand n devient grand, a priori ça tend vers 0, ça, peu importe où qu'on aille très très loin, peu importe que le x soit très grand, okay, la factorielle gagne sur la puissance, sur l'exposant. Par contre, ici, on peut se poser la question, est-ce que la dérivée à l'ordre n de la fonction, dans le terme du reste, va rester gentille ou ne va pas exploser? Et, question subsidiaire, est-ce qu'elle peut grandir aussi vite que la factorielle, auquel cas nous allons avoir un rayon de convergence? Ok, ça c'est en gros la big picture de l'affaire, c'est que ce terme-là, il y a trois termes. Plus je vais loin, évidemment, plus loin de l'endroit où j'ai fait le développement,
j'ai de chances de faire des erreurs. Plus je mets de termes, plus j'ai de chances, moins j'ai de chances de faire des erreurs, plus les erreurs vont diminuer. Et je dois pouvoir contrôler les dérivées nème de ma fonction. Donc, sur cette partie contrôle des dérivées nème, il y a la définition suivante, qui est vraiment la définition importante, okay, c'est la définition de ce qu'on appelle l'oscillation. Il y a plusieurs façons de définir le reste en fonction de pas mal de choses. Ici, l'auteur utilise l'oscillation. Ce n'est pas très classique, mais on va l'utiliser parce que nous sommes des fidèles du livre. Qu'est-ce que c'est l'oscillation d'une fonction, okay, à l'ordre, enfin, de la dérivée nème d'une fonction sur un intervalle AB. Okay. Donc on définit Cn, c'est l'oscillation en fait de la dérivée nème. C'est quoi l'oscillation? Ce sont les variations maximales. C'est la différence entre la valeur sup qu'on utilise depuis le début de ce cours et la valeur inf sur l'intervalle de la dérivée nème. Okay, donc d'où l'indice m, les petits indices n qu'on a ici. Okay, donc ça me dit que sur un intervalle, de combien la dérivée nème va varier au plus. Et on va voir que cette oscillation nous permet de vérifier si la série de Taylor converge bien vers la fonction donnée. Alors pour ça, un petit truc bête, on va exprimer d'abord ici f de x comme étant, et là je viens de l'écrire plus haut, son polynôme de Taylor à l'ordre n-1 et le reste de Taylor. Ça c'est mon reste. On exprime aussi, et ça je vous l'ai montré il y a 2 transparents plus haut, le polynôme de Taylor à l'ordre n comme le polynôme de Taylor à l'ordre n-1 plus le terme, la puissance de x-a à l'ordre n. Je vais vous montrer 2 slides avant que le polynôme de Taylor à l'ordre n peut se définir par rapport au polynôme juste en dessous de lui. Ça c'est ça. Ce qui nous donne une première formule pour le reste de Taylor. Je fais quoi? Je prends ceci. Je fais ceci moins cela. Les tn-1 s'entretuent. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Je sais que f de x moins tn de x va être égal à quoi? À x moins a exposant n fois sur n factoriel fois okay, f à la puissance n en un certain point c, que je ne connais pas, moins f n de x. Et ça, évidemment, comme je l'ai dit ici, les différences maximales de ceci, en norme, peuvent être bornées ici par Cn. OK? Alors, soyons fous, hein, dans l'intervalle AB, quel est le x moins a exposant n le plus grand? Mais c'est b moins a exposant n. C'est le plus loin possible. Je vous ai dit tantôt, quand je vous parlais de là, hein, donc de ce truc-là, évidemment, quand ceci, il est d'autant plus grand que x est grand. Donc, dans l'intervalle AB, c'est b qui gagne. D'où la formule du reste. Okay, la différence entre f et son polynôme de Taylor pour n'importe quel point dans un intervalle AB est bornée par ce truc. La taille de l'intervalle exposant n, donc évidemment plus l'intervalle est grand, plus ça pète, un n factoriel qui fait diminuer le tout, et l'oscillation. Voilà. D'où le théorème suivant, qui est le théorème de Taylor, qui dit que soit une fonction infiniment différenciable sur un intervalle AB, si Cn est l'oscillation de f, et on suppose que cette fameuse différence entre f et son polynôme de Taylor, cette borne de la différence, tend vers 0, alors f est égal à sa série de Taylor. C'est ce qui est écrit ici. F est égal à sa série de Taylor. Donc, ce qui veut dire que cette condition ici est possiblement valable sur un intervalle. Sachez-le bien, hein, évidemment. Cette condition est valable possiblement sur un intervalle. Donc ici, on dit bien qu'on regarde un intervalle AB. Donc cette Cn correspond à un intervalle donné. Alors si cet intervalle, c'est l'entièreté des réels, génial,
la série de Taylor va converger partout vers la réelle. Mais ici, on définit un intervalle. Cette oscillation est définie sur un intervalle. Évidemment, on regarde le maximum des différences de dérivées n sur l'intervalle, et on fait tendre n vers l'infini sur l'intervalle, et on va regarder si la série de Taylor converge vers si le terme de reste ici tend bien vers 0. Voilà comment on fait pour vérifier qu'une série de Taylor tend vers 0. Alors, comme je vous l'ai dit, est-ce que ce truc a des chances de ne pas marcher? Oui, ça a des chances de ne pas marcher si les dérivées n de la fonction ont tendance à exploser aussi fort qu'une factorielle. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça arrive? Ben oui, ça arrive. Et oui, ça arrive. Alors, donc, nous allons commencer par un exemple tout simple. Nous allons calculer la série de Taylor du sinus autour de x égale 0. Alors, regardez la série de Taylor du sinus. Okay, le sinus x prime, c'est cosinus x. Okay. Sinus x seconde, c'est moins sinus x. Sinus x dérivé 3 fois, ça va me donner moins cosinus x. Et on a fait le tour. Donc maintenant, si j'évalue ma série de Taylor en 0, qui s'appelle série de Maclaurin, juste petite note, une série de Taylor, c'est une série autour de x égale a, hein, d'accord. Une série de Maclaurin, c'est une série de Taylor autour de x égale 0. Donc la série de Maclaurin, ici, qui est Taylor du sinus, est égale, en fait, ceci, le premier terme, c'est sinus de 0. Okay, donc je rappelle la formule, donc, okay, c'est la somme k égale 0 jusqu'à l'infini des x exposant k, parce que je suis autour de 0, divisé par k factoriel, fois la dérivée du sinus x énième en 0. Okay. Donc, on démarre en k égale 0. K égale 0, ben, c'est le sinus en 0, ça fait 0. K égale 1, c'est le cosinus en 0, ça fait 1 fois x, divisé par 1 factoriel. K égale 2, et là on voit que le terme en x carré s'en va, parce qu'on a de nouveau un cosinus. Et donc, on continue comme ça, on a ce terme-ci. Donc, on a une série alternée, vous voyez, de puissance impaire de x. Alors, une série alternée de puissance impaire de x, pourquoi est-ce qu'on pouvait s'en douter au départ? Le sinus est une fonction impaire. Son développement en série ne contient que des puissances impaires de x. C'est vrai. Et c'est vrai aussi pour une série de Taylor d'une fonction paire, comme le cosinus, qui ne contiendra que les termes pairs, d'exposants pairs, de la série de Taylor. Donc c'est celui uni. Notons que seules les puissances impaires de x sont présentes dans les développements, et c'est normal, le sinus est une fonction impaire, c'est tout à fait vrai. On applique le ratio test, vous connaissez, j'applique le ratio test, je trouve que la limite quand k tend vers l'infini de ak plus 1 sur ak tend vers 0, donc les termes deviennent infiniment plus petits l'un à l'autre, enfin le ratio tend vers 0, c'est-à-dire les termes deviennent de plus en plus petits par rapport les uns aux autres, c'est ça que dit les ratio tests, et donc ça converge. Et donc ici on le voit, évidemment, la série interconverge sur l'entièreté, okay, sur l'entièreté des règles. Alors là on a juste dit que la série de Taylor converge vers une fonction. Okay. Est-ce qu'elle converge vers sinus x? On va voir que oui. Okay. Alors, juste petite note, ça c'est rigolo. On se souvient, au cours magistral 1, on avait défini l'exponentielle imaginaire. Okay, l'exponentielle de x, qui vaut cos x plus i sinus x. Vous pouvez, franchement, faire le développement en série de l'exponentielle de ix. Donc, vous mettez dans le développement de l'exponentielle comme argument ix. Et vous allez tomber sur ceci. D'accord? Ce qui va donner une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, pour le même prix, en utilisant le développement en série de l'exponentielle et prenant comme argument i fois x, x étant un réel, vous avez gratuitement le développement en série du sinus et le développement en série du cosinus pour le même prix. Donc, vous voyez que le cosinus, c'est 1 moins x carré demi. Voilà. Donc, 1 moins x carré demi, c'est la fameuse approximation
polynomial d'ordre 2 qu'on a vu il y a quelques heures au tout début du cours. Donc c'est 1 moins x carré demi, c'est une bonne approximation du cosinus. Et si vous rajoutez plus x4 sur 4, ce sera encore mieux. Alors, calculons le reste de Taylor pour sinus x. Alors comment est-ce qu'on calcule le reste de Taylor? On doit calculer l'oscillation. L'oscillation, c'est quoi? C'est la variation maximale des dérivées à l'ordre n. Or, les sinus et les cosinus, toutes leurs dérivées sont des sinus et des cosinus. Et donc, la valeur maximale d'un sinus ou d'un cosinus, c'est 1. La valeur minimale, c'est moins 1. Donc, l'oscillation, c'est 2. Alors, on a donc que le sinus de x moins tn de x est borné par 2 l'oscillation sur n factoriel fois, alors on a fait le développement en série de Maclaurin, donc x moins a égale 0, donc je prends norme de x exposant n. Alors, ça me dit quoi? Ça me dit par exemple que si je prends l'approximation T3 de le polynôme d'ordre 3 de mon sinus ici. Et donc, si je fais sinus de x moins T3 de x, je vais avoir normalement, alors attention, hein, puisque T4, aussi, ça c'est T4, ça c'est une petite subtilité, c'est que le développement en série du sinus étant uniquement composé des termes impairs, la T3 est égale à T4, donc on peut ici supposer que ceci c'est bien T4 et pas T3, parce qu'ici on a un plus 0 à l'ordre 4. Donc sinus disimètre de x égale l'oscillation divisé par 4 factoriel fois x exposant 4. Donc si je veux calculer le sinus de 1 par exemple, donc sinus de 1 moins T3 de 1, ça me donne ceci. Okay, je calcule sinus de 1, ça c'est ma valeur. Ça c'est T3 de 1, c'est 1 moins 1 sur 1 moins 1 sixième. 1 moins 1 sixième, ici 1 moins 1 sixième. Ça me fait ça. Et ça c'est borné par le 24e. Ok, c'est ça. D'accord? Donc ça c'est ce que j'aurais trouvé. Le 24e, c'est ça. Ça c'est ce que la théorie me donne. Donc je sais qu'effectivement la différence entre sinus de 1 et T3 de 1, qui vaut 0,008, c'est borné par 0,0. On voit ici que notre calcul avec l'oscillation et l'erreur est un petit peu super surévalué. Hein. On a effectivement, là on a plutôt 1 pour 1000, là on a plutôt, là on a plutôt 1%, là on a plutôt 1 pour 1000, hein, d'accord, mais c'est déjà pas mal. Alors, une question qu'on peut se poser, et puis j'arrête. Combien de termes dois-je mettre dans la série de Taylor de sinus pour que l'évaluation de sinus de pi soit à 10-2 près? Et donc, oscillation du sinus, x exposant n sur n factoriel plus petit que 10-2. C'est une équation non linéaire en n. Quand on a ça devant les yeux, on n'essaye pas de la résoudre, on essaye. Okay, on essaye 10 termes, on a 0,05. Pas bon. On essaye 11 termes, on a 0,014. Pas bon. On essaye 12 termes, on a 0,0038. Ça marche. Okay, et donc, on voit qu'avec 12 termes, on y arrive. Voilà. Je vais arrêter là pour cette troisième vidéo. Ce que je vous conseille de faire, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, c'est, j'en ai peut-être une ici pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est de dessiner ces séries. Oups. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas défiler? Alors j'en avais une jolie que je n'ai pas montrée. Oups, voilà. Voilà la graphe, par exemple, pour terminer, on parlait du sinus, des différents polynômes de série Taylor du sinus. Donc on voit ici notre vrai sinus. Okay, ça, c'est notre vrai sinus. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le polynôme T2. Et ça, c'est... Donc ça, c'est... Excusez-moi, c'est T... Non, T1, c'est T3. Ici. Et ça, c'est T5. Ok, je pense. Ok. Et donc... ah non, excusez-moi. Ça, c'est les bornes. Je n'ai rien dit. J'arrête là. Vous oubliez cette dernière chose. Ça n'a rien à voir.